Janvier 2026. Dans le Midwest américain, le prix de l'essence a augmenté de 70 centimes par gallon depuis le mois de mars. Des constructeurs automobiles ferment discrètement des lignes de production faute de pièces disponibles. Les prix des biens industriels ont progressé de près de 2% en moins d'un an. Le conflit commercial a déjà dépassé les 30 milliards de dollars. Et pourtant, au lieu de reculer, le Canada a pris une décision que presque personne à Washington n'avait réellement anticipée. Ce qui avait commencé comme un affrontement politique autour du fentanyl, des tarifs douaniers et de la souveraineté économique s'est transformé en quelque chose de bien plus dangereux, un cas d'école d'automutilation économique. La vraie question n'est plus de savoir si cette guerre commerciale fait mal. La vraie question est de comprendre pourquoi la rupture avec le Canada pourrait coûter à l'économie américaine bien plus cher qu'une confrontation directe avec la Chine. Et si Pékin n'est plus simplement en train d'encercler les Amériques, mais d'installer un point d'ancrage stratégique directement au-dessus des États-Unis. Pour comprendre ce qui est réellement en jeu, il faut abandonner les slogans et regarder la structure physique de l'économie américaine. Environ 60% du pétrole brut importé aux États-Unis arrive du Nord. Pas n'importe quel pétrole, du brut lourd canadien, dense et riche en soufre pour lequel les raffineries américaines ont été conçues pendant des décennies. Lorsqu'un tarif est appliqué à ce pétrole, l'impact n'est pas théorique. Il se traduit directement par une hausse de 30 à 70 centimes par gallon à la pompe dans le Midwest et les États des Rocheuses, chaque plein, chaque trajet quotidien, chaque flotte de camions. Il n'existe pas de solution de remplacement rapide. Ce n'est pas une question de marché, c'est une contrainte technique. La même logique s'applique à l'industrie manufacturière. Une seule pièce automobile peut traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu'à 7 fois avant l'assemblage final. 7 fois. Chaque passage ajoute désormais des coûts, des délais, des frictions administratives et de l'incertitude. Ce qui était autrefois une frontière invisible au sein d'un système industriel intégré est devenu un goulet d'étranglement. L'USMCA, l'accord continental qui a remplacé l'ALENA, doit faire l'objet d'un examen obligatoire en juillet 2026. Si les 3 pays ne parviennent pas à un accord pour le prolonger, l'accord entrera dans une phase de révisions annuelles pendant 10 ans, avant une possible résiliation. Concrètement, cela signifie que le socle juridique d'un marché nord-américain unifié commence à se fissurer. Les décisions d'investissement à long terme se figent. Les chaînes d'approvisionnement hésitent. Le capital commence à chercher des alternatives. Au cœur de cette escalade se trouve une erreur de calcul majeure. Donald Trump ne fait plus face à Justin Trudeau. Mark Carney est un adversaire d'une toute autre nature. Trudeau fonctionnait dans le registre idéologique et médiatique. Carney évolue dans celui des marchés, des bilans et des rapports de force financiers. Ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, président du Conseil de stabilité financière pendant la crise financière mondiale, pressenti un temps pour diriger le FMI, Carney n'est pas un politicien qui apprend l'économie. C'est un économiste qui utilise la politique comme un instrument. Lorsque Washington a imposé des droits de douane, Carney n'a pas répondu par des déclarations enflammées. Il a laissé les marchés remarquer que le Canada détenait des volumes significatifs de bons du Trésor américain. Il a laissé les analystes tirer leurs propres conclusions. Ce n'est pas une riposte bruyante. C'est une pression silencieuse, méthodique, presque chirurgicale. Ce que Washington n'avait pas prévu, c'est que le Canada ne se soumettrait pas par dépendance, mais réagirait par stratégie. En agissant ainsi, des décennies de planification défensive intégrée, de partage de renseignements au sein des Five Eyes et l'hypothèse fondatrice de la forteresse Amérique, selon laquelle le flanc nord était sécurisé, ont commencé à se désagréger. Le mythe central de cette stratégie repose sur l'idée d'une indépendance énergétique américaine. Sur le papier, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Ils exportent plus de produits pétroliers qu'ils n'en importent. Mais ces statistiques masquent une réalité physique. Les raffineries du Midwest et du nord du pays ont été conçues pour traiter du pétrole lourd. Le pétrole léger produit au Texas ou dans le Dakota du Nord possède une composition chimique différente. On ne peut pas simplement inverser le sens des pipelines existants. Il n'existe pas de bouton d'urgence. Reconfigurer les installations prendrait des années et coûterait des milliards pendant que les raffineries resteraient à l'arrêt. Lorsque l'administration Trump a imposé une taxe de 10% sur l'énergie canadienne, l'hypothèse était simple. Le Canada a besoin du marché américain et absorbera le choc. Certains ont même évoqué l'annexion comme levier politique. La réalité a été tout autre.
Le pipeline Trans Mountain, opérationnel depuis 2024, a donné au pétrole canadien un accès direct au marché asiatique. Les raffineries chinoises, comme les américaines, sont adaptées au pétrole lourd. Le Canada n'a pas absorbé le tarif. Il a redirigé ses exportations. La Chine a acheté des volumes records. Le Midwest américain a payé la facture. Les prix de l'essence ont grimpé. Le diesel a suivi. Le coût du transport a augmenté dans toute l'économie. Cette hausse s'est propagée au prix des produits alimentaires, des appareils électroménagers, des matériaux de construction et des biens de consommation. Goldman Sachs a estimé qu'un tarif de 10% sur les importations de pétrole coûterait plus de 22 milliards de dollars par an aux ménages américains. Et ce chiffre n'inclut pas l'escalade. Le scénario le plus sombre n'est pas celui des prix élevés, mais celui des pénuries. Si le Canada limite ses exportations en représailles, les États-Unis pourraient faire face à un manque physique de diesel, des camions immobilisés, des chaînes logistiques brisées. Ce n'est plus de l'inflation, c'est une paralysie. La promesse était une énergie bon marché. Le résultat a été la mise à nu d'une dépendance structurelle. Les pipelines vont dans le mauvais sens, les raffineries traitent la mauvaise chimie. Les délais de correction se comptent en années. Ce n'est pas un levier de puissance, c'est une faiblesse révélée. La même dynamique s'observe dans l'automobile. Le Ford F-Series, véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis plus de 40 ans, symbole de l'industrie américaine, dépend d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine totalement intégrée. Les droits de douane ont provoqué des arrêts de production quasi immédiats. Les prix ont augmenté. Les analystes ont évoqué des hausses allant de quelques milliers à plus de 15 000 $ par véhicule. À l'été 2025, le prix moyen d'un véhicule neuf a atteint des niveaux records. Les biens industriels ont suivi la même trajectoire. Les entreprises ont répercuté la majorité des coûts sur les consommateurs. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium ont renchéri tout, des canettes de bière aux projets d'infrastructure. L'objectif affiché était de rapatrier l'industrie. Le résultat a été l'hésitation, la fuite des investissements et une question de plus en plus présente chez les industriels. L'Amérique du Nord est-elle encore un espace fiable pour structurer l'avenir? Puis c'est venu le basculement. En janvier 2026, Mark Carney s'est rendu à Pékin, non pour protester mais pour négocier. Le Canada et la Chine ont annoncé un nouveau partenariat stratégique. Des tarifs ont été abaissés. L'accès au marché a été élargi. Le Canada s'est fixé pour objectif d'augmenter ses exportations vers la Chine de 50% d'ici 2030. Des véhicules électriques chinois entrent désormais au Canada avec des droits très inférieurs à ceux imposés par les États-Unis. Les investissements chinois dans les mines et l'énergie canadienne sont encouragés. Les implications sont majeures. Le Canada détient d'immenses réserves de minerais critiques indispensables aux batteries, aux semi-conducteurs, aux systèmes de défense et à la transition énergétique. Près de 100 milliards de dollars de matériaux stratégiques circulaient auparavant entre le Canada et les États-Unis. Désormais, ces ressources glissent vers l'orbite économique chinoise. Les États-Unis n'ont pas isolé leur rival. Ils ont poussé leur allié vers lui. Pendant des décennies, la planification stratégique américaine reposait sur l'idée que la frontière nord était sûre. La Chine étendait son influence en Amérique latine pendant que Washington observait avec inquiétude. Aujourd'hui, les capitaux chinois entrent au Canada. Les chaînes industrielles se réorganisent. L'encerclement n'a pas été stoppé. Il a été accéléré. Et les conséquences sont concrètes. Les agriculteurs ont été parmi les premières victimes. Le Canada, la Chine et le Mexique représentaient les principaux marchés d'exportation agricole des États-Unis. Tous ont imposé des mesures de rétorsion. Les fermiers ont vu leurs revenus chuter tandis que leurs coûts augmentaient. Les communautés frontalières ont suivi. Le trafic transfrontalier a chuté de manière spectaculaire. Les commerces ont fermé. Les hôtels se sont vidés. Ces territoires ne sont ni des élites côtières, ni des bastions démocrates. Ce sont des petites villes de région qui avaient massivement soutenu ces politiques et qui en paient aujourd'hui le prix. C'est cela, la réalité d'une guerre commerciale mal maîtrisée. Elle ne reste pas sur le papier, elle s'installe dans la vie quotidienne. Et le danger le plus profond n'est pas la douleur immédiate, mais la réorientation durable qu'elle provoque. La forteresse Amérique n'a pas été attaquée de l'extérieur, elle a été fragilisée de l'intérieur.